Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Oh, j'ai oublié de faire de quoi de crucial avant le début du spectacle. D'ajuster ton micro à la bonne hauteur. Et je viens de débarquer le pied du micro. Et tu viens de tout arracher. Bonjour tout le monde, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue au Geek Contre-Attaque. Vous n'entendez pas ce son en arrière-plan, ceci n'est que dans votre imagination. Effectivement, donc, bonjour, bienvenue au Geek Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Nous sommes présentement le 6 décembre 2008. Le 8. C'est 8 décembre 2018. Je vais finir par commencer le show dans le sens du monde. Bienvenue au Geek. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes deux comparses de toujours. Version original des OGs. Donc, oui. En face de moi, Simon Boucher. Salut. J'ai toujours la même saveur qu'à l'époque. Ce n'est pas une formule améliorée. C'est toujours le goût original. Je suis Simon Classique. Yes, Origino Gusto. Donc, OG. Ensuite, à la mise en onde, bien sûr, Mikey G. Aussi connu comme étant Mikey aux cerises. C'est le moins bon, mais le plus audacieux. Il y a des endroits qui jurent juste par ça, le Mikey aux cerises. Ouais. Puis je comprends pas. Et moi qui pensais que bafouillé, j'avais dérapé en partant. Non. Donc! Non, je suis là pour ça. Merci! Merci beaucoup, que par effet de contraste, de me faire sentir mieux. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Mikey? Ben, on ferait pas ce qu'on s'apprête à faire. Hein? Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. T'aurais pu aussi me répondre des choses subpar comme tu l'as prouvé dans le passé, puis j'aurais été obligé de m'incliner. C'est ma job. C'est ma job de ta mère qui est désagréable. Ah, oh, ok, c'est vrai. C'est toi qui nous fournit une savante dose de cynisme, mais aussi de nouvelles. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le monde merveilleux des actualités geeks selon toi cette semaine, Simon? Plein de choses. Oui. Je ferai pas à croire que j'étais parfaitement prêt. Donc, Ben, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est je peux déjà vous annoncer qu'on va consacrer une bonne partie de l'émission aux Video Game Awards qui avait lieu cette semaine le 6 décembre au Microsoft Center. Là, je me rappelle plus c'est situé où, en tout cas, peu importe. C'était les nominations et les prix qui ont été donnés. Quelques surprises, mais on savait un peu en quel jeu allait être le gros bras de fer pendant la plupart du gala, mais il y a quand même des belles surprises de fun, puis je vais vous en parler un peu plus tantôt. J'ai comme fait des extraits un peu, parce qu'il y a quand même beaucoup de catégories techniques, beaucoup de catégories sur les e-sports, beaucoup de catégories sur le multiplayer aussi qui sont arrivées dans les dernières années. Dis-moi juste si Overwatch est encore primé. Overwatch est encore dans 2 catégories au moins, c'est-à-dire meilleur jeu des e-sports, qui l'a gagné d'ailleurs, et spoilers. Et le meilleur ongoing game. Ça, c'est dans le fond un jeu qui continue d'être maintenu et continue d'être joué. Dans le fond, un jeu qui est vivant. Oui, je comprends. Wow, ok. Mais il n'a pas gagné celui-là, par contre. Ah, ok. On va en parler. C'est une compétition. Ben, c'est une catégorie qui est difficile parce que de plus en plus, vu que les jeux c'est des services, tu sors plus un jeu à chaque année, chaque 2 ans, puis tu passes au suivant. Là, tu essayes de les faire durer longtemps. C'est comme ça que tu fais de l'engagement puis que les joueurs dépensent. Exactement. C'est que des jeux multiplayer aussi qui vont inclure des jeux comme multijoueurs qui incluent, mettons, les microtransactions, ont besoin d'avoir une pérennité plus longue que, mettons, le 6 mois, 1 an qu'un jeu standard narratif avec un début, milieu, fin va avoir. Donc. Un bon exemple de ça auquel je participe, c'est Hearthstone. Oui, exactement. Oui. Mais s'il arrêterait de sortir des cartes, à un moment donné, le monde arrêterait de jouer. Exactement. Ouais, c'est ça. On se tannerait assez vite, là. Effectivement. Donc, dans les actualités en bref, t'as trouvé un petit quelque chose à nous aujourd'hui? Ben, on va commencer avec des petites choses. Premièrement, la première, c'est pour les vieux croutons et croutonnes. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais pas si vous... Eric, tu dois le connaître. C'est pour ça que je parle au crouton. Oui. Je sais pas si vous connaissez Al Lowe. Al Lowe? C'est le créateur de vieux jeux Sierra, surtout Leisure Suit Larry.
Oui, entre autres. Il avait aussi fait participer au Police Quest. Exactement. Police Quest, King Quest. C'était programmeur principal sur King Quest, Oui. Police Quest original, puis il est surtout connu justement pour les laser shoots. Mais il a mis la main sur du vieux stock parce que Sierra, bon, c'est une compagnie qui est morte, et il va mettre aux enchères des tonnes et des tonnes de disquettes contenant le code source de vieux jeux de l'époque. Wow. Donc pas des versions finales, des choses comme ça, là, vraiment le code qui a servi à être assemblé pour faire le jeu final, incluant je sais pas si ça inclut par exemple des items visuels ou des assets sonores, des choses comme ça, mais vu que c'est des disquettes, il y a des chances que c'est probablement que du code source. Bien sûr, pour pouvoir les déchiffrer, ça vous prend un lecteur 5/4. Ça devient compliqué. Mais malgré tout, il y a quand même une controverse en l'air de tout ça. Ben, juste pour commencer, les jeux sont Bop Bet, un jeu qui s'appelle Christmas Card. Sinon, le code de Leisure Suit Larry 2, puis le code de Leisure Suit Larry original. Okay. Mais il y a déjà une controverse parce que justement, il y a des musées, des organisations qui veulent préserver l'héritage du jeu vidéo, qui considèrent que ces choses-là auraient plus dû être données à la pérennité de que d'être mis aux l'art, enchères. que d'être mis aux enchères pour des sommes telles que 7 000 $, 5 000 $. Donc, est-ce que c'est parce que M. Lowe a plus ou moins actif dans les dernières années, puis il cherche à arrondir les fins d'année? C'est possible que son compte en banque ait acquéri la même famille que lui. Et voilà. Même nom de famille. Mais je dirais que aussi, ce qui est intéressant de la structure de ces jeux-là, parce que le monde se souvient un peu, on se souvient du fait que c'était un jeu qui était un peu grivois. OK. Ouais. Ça, c'est la réputation. Mais c'était un peu plus que ça, parce que c'était un point-and-click RPG qui utilisait beaucoup les mots pour faire avancer l'histoire et trouver des indices. Et c'était les premiers, parce que vers la fin, c'est devenu grivois pour être grivois, parce que c'était une parodie de soi-même. Ouais, ben ça s'est perdu quand les équipes originales étaient parties. Mais les premiers, c'était vraiment plus des jeux de mots, des références de pop culture. C'était les jeux de pop culture de l'époque. Ça avait des blagues, des choses sur les 2 dernières années d'existence. Et il fallait connaître justement les référents culturels. Il fallait être majeur en termes de référents culturels pour pouvoir y jouer, parce qu'il y avait des questions au début des jeux. Des questions qui servaient de barrière anti-piraterie. Non, mais c'est plus anti-jeunesse pour ceux-là. Exactement. Certains jeux, c'était les barrières anti-piraterie, c'était les références dans les manuels d'instruction, des choses comme ça, mais lui, c'était vraiment une manière de avez-vous 18 ans sur les sites web, puis que t'es comme ah ben oui, choisis mon on fait un quiz de questions plates, il y a juste les adultes qui savent ça. Ben exactement. Quelles sont vos options de REER pour l'année? Non, ben c'est ça. Mais en plus, puis l'idée, c'est que d'avoir à utiliser l'entièreté du langage anglais juste pour t'orienter à faire des choses. Je veux dire, c'est certain qu'il y a des options de Leisure Suit Larry ou de Police Quest que personne n'a jamais essayé. À moins d'avoir vu le code. Parce que tu écrivais n'importe quel mot, puis tu pouvais te dire, ah, c'est pas une option valide. Ah, ok, t'essaies de faire ça, il se passe rien, parce que c'était des jeux basés sur le texte, qui était une période des jeux vidéo qui était très fascinante. Pour ceux qui y ont participé, que ce soit les Maniac Mansion de ce monde, où on recule plus loin, des jeux indie à la Drug Wars, ou tous des jeux basés sur le texte qui faisaient en sorte que tu avais à être créatif dans ta tête et à imaginer, surtout pour quelqu'un qui parlait pas anglais de base, d'avoir à apprendre une base sur la langue pour trouver, ok, bon, ce mot-là, c'est ça, donc si je veux investiguer, je fais tel mot, je veux chercher sur une porte, je veux rouvrir un coffre, etc. Donc, je sais pas, il y avait quelque chose de vraiment intéressant puis stimulant cérébralement à jouer ces jeux-là, puisque ça te permettait, entre autres, de fouiller une façon la plus concise possible d'exprimer quelque chose et d'espérer que l'ordi le comprenne. Donc, j'ai hâte de voir si ça va, si ces enchères-là va avoir un peu de follow-up, mais bon. Arlo me disait de quoi, mais t'as sorti ça des boulamites, je te dirais. C'était loin dans ma tête. Donc, autre chose? Je vais prendre une autre chose ici qui n'a pas vraiment rapport, mais vous savez, on va sauter du coq à l'âne. Oui, comme d'habitude. Oui, quelque chose de très difficile, c'est préserver et restaurer les œuvres d'art anciennes. Oui. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits à quel point que les gens... Premièrement, il y a une joke sur Internet qui était quelqu'un qui avait mal restauré une image de Jésus, si tout le monde s'en rappelle. Ça me dit quelque chose, ça. C'était un genre de mime, c'était une photo de Jésus qui était comme une jeune face de patate, parce qu'ils ont tellement mal restauré l'image que ça avait devenu une blague sur Internet. Mr. B n'aurait pas fait pire. Non, exactement. Mais bon, restaurer, c'est difficile parce que si tu écoutes des documentaires, ils tentent d'obtenir des peintures basées sur les techniques ancestrales pour créer les pigments, etc. Et préserver, c'est difficile. Parce que c'est des histoires de température, d'humidité, de lumière, etc. Mais là, pour aider les gens... justement à préserver ça, on va tenter d'utiliser des bactéries
qu'on va étendre sur les peintures. Le but de ces bactéries-là, ça va être de se nourrir d'un certain type de microbes qui se nourrissent, eux, de peinture, de la peinture elle-même. Okay. Donc, ces bactéries-là vont se battre contre le microbe qui, lui, irait gruger et abîmer la peinture sur une très longue période. Donc de ruiner la teinte originale, là, puis de perdre, dans le fond... Oui, parce qu'une peinture, surtout une peinture ancienne, c'est un peu comme nos corps. C'est un genre de terrain gigantesque et dégoûtant de micro-organismes et de maladies, et de bactéries et de parasites et de choses merveilleuses qui se battent pour tenter de vivre. Et quand tu as une vieille peinture de 1620, exemple, ben ça a ramassé pas mal de choses au cours des années. Et en utilisant un mélange de cette bactérie-là comme une couche protectrice, ben ça va faire une sorte de police contre ces vilains microbes qui se nourrissent de l'art et du passé. Yes. Et hey, faisons ça aussi en tant que Geek Contre-Attaque. Ce que je vous offre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous nourrir de l'art également. Mikey, s'il te plaît. Hey, boy. La chanson de la semaine! Et comme nourriture, j'allais dire, pour les oreilles, c'est quoi déjà? Auditive? Auditive. Ouais, parce que je pensais à olfactif ou à oculaire, mais pour l'oreille, là, l'organe. On peut dire oreillère. Oreillère, mais ça, c'est pas ça. Embry-oreillère. Ouais, auriculaire. Peu importe. T'as l'auriculaire dans l'oreille. Nourriture pour, comme manger pour les oreilles. Ah, c'est bon ça. J'ai amené une pièce que je pourrais pas faire jouer au complet parce qu'elle est trop longue. Mais on va en faire jouer un bon extrait. C'est un super mashup qui est sorti sur Overclock Remix dans les dernières semaines. La pièce a été réarrangée par Blind, qui est un des vintage remixeurs sur Overclock Remix depuis 10 ans. Tellement vieux qu'on est viré aveugle. Ah, écoute, ça fait plus que 10 ans qu'il est sur le site là, à fournir des remixes. Et Chimpazilla, et ça s'appelle 9-Inch Super Mushroom. Ça, c'est 3 thèmes de Super Mario World remixé avec du Nine Inch Nails. Oh oui! Oh! Donc, si Trent Reznor avait écrit la trame sonore de Super Mario World, fait que vous allez reconnaître tout de suite Closer en partant et s'enligner vers les thèmes de Super Mario World. C'est capoté, cette tune-là. On va vous faire jouer 3-4 minutes de la tune. On peut pas faire jouer au complet parce que c'est trop long. Mais allez vous chercher ça, c'est fou raide parce que tu reconnais les thèmes, mais c'est clairement une tune de Nine Inch Nails. Le mix, c'est pas... En tout cas, on écoute ça. Au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre un extrait. Donc, on aurait pu la faire jouer au complet. Mais c'est quand même long, là. C'est 5 minutes quelques, là. Mais vous avez une bonne idée, là. Ben oui, ben, je suis partiellement frustré de ne pas l'avoir entendu au complet, mais je comprends que, de l'autre côté, on aurait manqué du temps de t'écouter. Ouch! T'étais-tu obligé de me burner avec ça? Non, je te burn pas, Eric. Il y avait un peu de sarcasme. Amène-moi du délicieux contenu. Ok, j'étais parti à jaser pendant la pause, j'avoue que c'était... Ok, ben, ce qu'on va faire, on va faire une petite chronique cinéma, parce qu'il est sorti quelque chose cette semaine d'intéressant, puis je pense qu'on peut en parler un peu. As-tu le thème qui traîne quelque part? Il y a tout le temps des trains qui traînent, des thèmes des thèmes qui traînent. Pendant que tu dis ça, je vais quand même répéter aux gens ce qu'ils viennent d'entendre. Donc, c'était Nine Inch Super Mushroom de Blind Chimpazilla, remix de Super Mario World, disponible sur overclockremix.org. Chronique cinéma! Et on va parler cinéma parce qu'il est sorti une bande-annonce cette semaine. Il y en avait annoncé 2. Okay? Il y avait des rumeurs que 2 bandes-annonces allaient sortir cette semaine. C'est-à-dire Far From Home, Spider-Man et Avengers 4. Oh! On parle vraiment de ça, là? Ben, pourquoi pas? Parce que OK, c'est pas possible. T'as suggéré que j'amenais pas de contenu? J'en ai amené du contenu, ben, Contiens-nous tous. Mais là, Far From Home, ça veut dire c'est la suite de Homecoming. Homecoming, exactement. Ça a-tu passé, ça, cette semaine? Ça n'a pas passé encore. Je l'ai pas vu passer. Sauf qu'il y a eu une annonce de Jake Gyllenhaal lui-même. Le protagoniste, l'antagoniste, de Spider-Man Far From Home sera Mysterio. Oh, mon préféré! Oui, le mien aussi. Oui. Et il a pas été apporté à l'écran encore. J'ai hâte de le voir. Puis Gyllenhaal, quand il se commet dans un rôle, il va pas à moitié. J'ai hâte de voir comment ils vont utiliser un personnage comme Mysterio dans un univers cinématique. Hey, d'aplomb, le potentiel que tu peux aller chercher, là, ça va être capoté. Surtout qu'il a été amené de manière différente. Des fois, c'est un acteur, des fois, c'est un gars d'effets spéciaux, des fois, il y a de la magie. Oui, j'ai hâte de voir. Il y a plein de versions de Quentin Beck, alias Mysterio, qui est un de mes... C'est parce que Spider-Man est tellement pas gâté comme vilain, là. On se le cachera pas, là. Ben, il y a quelques-uns des vilains très iconiques. Oui, parce que c'est Spider-Man. Mais, oui, Venom, mais c'est parce qu'il y en a un vieillard qui a des ailes dans le dos. OK? Il y a un voleur de banque avec un costume de scorpion unicouleur. Il y a monochrome, il y a Dr. Pieuvre qui peut faire de la chirurgie à plusieurs bras. Il y a Craven, le chasseur. Qui est habillé comme une cougar. Morbius, il est quand même badass. Ouais, mais c'est pas nécessairement un bad guy. Il est apparu dans Spider-Man, mais c'est pas... Parlez pas en mal de Craven, parce que si vous suivez la série de Squirrel Girl, si vous avez vu le Crave Van... Il y a un genre de van brun, c'est l'année 80, avec sur le côté, il a fait une genre de grosse fresque de lui qui chasse. Oh oui, mais tu sais, tu es un chasseur ou un prédateur sexuel? Un peu de A, beaucoup de B. C'est que Craven, c'est un personnage lamentable, mais qui a été bien écrit dans les années. Cependant, ça reste qu'il a l'air lame, puis il est lame. Mais, tu sais, Spider-Man est comme pogné avec les bad guys qu'il y a. C'est l'inverse de Batman, où ce que Batman, l'univers de ses antagonistes est tellement extraordinaire que même s'il était moins hot qu'il l'est, il serait intéressant à suivre quand même. Mais bon, tout ça pour dire que... Jake Gyllenhaal, le gars qui joue le rôle titre dans Nightcrawler. Oh oui. Wow, okay. Oh oui, le prince de Perse. Mais il est vraiment bon, lui-là. OK, je viens de voir la vanne qui veut monter. Tu viens de me montrer un dessin de la panelle. Oh non! Du vieux Econoline de Mr. Craven dans Squirrel Girl. Ah oui, ben avec une fille sur un pot de tigre et lui sur un tigre dans le sabre avec un javelin, c'était merveilleux. C'est extraordinaire. Bref. Tout ça pour dire que j'étais un gros fan de Spider-Man, mais je sais que la plupart ont l'air lame ou qui ont des costumes complètement innocents puis qu'il y a beaucoup trop d'ennemis verts. OK? Ben non, pensez-y, il y a un gobelin rouge à un moment donné. OK, mais pensez aux suits des ennemis Spider-Man qui sont tous verts. Vert et pourquoi? Ou jaune. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est les couleurs complémentaires de bleu et rouge. C'est ça, ben oui. Aussi les limitations de couleurs à l'époque, parce que Spider-Man, c'est un vieux héros, donc... Il prenait déjà 2 couleurs principales sur le peu de couleurs qu'il faut utiliser. Les couleurs disponibles. C'est ça, il en restait de moins en moins pour les autres. Hein? Sinon... mais les Avengeurs 4. Oui, c'est ça, les Revengeurs. Un teaser de 2 minutes. Oui, ben c'est ça. Ben, on est rendu à un point où le concept de trailer, teaser, spoiler, c'est la même chose. C'est une bande-annonce, un avant-goût qui est... Un titillateur internet. Ouais, c'est ça. Comment je... un stimulateur de créativité envers les idées de films. Mais bon, ouais, c'est honnêtement, ça commence
glauque et lourd pour aller avec la continuité du film. Le trailer est extrêmement lourd parce que ceux qui ont vu le film, spoiler, ça finit mal. Oui, ça finit très mal. Donc, on part avec ce ton-là. OK? Et on sent qu'il y a un désespoir vraiment grave et que l'espoir va naître à travers ce nuage opaque de désespoir-là. Bon, allons-y quand même. Si vous n'avez pas vu, honnêtement, Infinity War, tant pis pour vous, ça vous apprendra. Ouais, là, on va faire un spoiler qui... Bon, c'est combien de mois après le premier, là? C'est 6 mois après? Le film sort dans quelques mois, fait que c'est ça. on est rendu. Puis dans le trailer, ils le disent, donc... Bon. Oui, on va spoiler Infinity War. Thanos... En fait, ce qu'on appelle le snappening. Oui, le snappening. C'est comme ça qu'il est appelé sur Internet. Là, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, à la fin, Thanos a obtenu tous les pouvoirs de l'univers et en claquant des doigts, a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire tout le long du film, faire disparaître la moitié de la population d'êtres vivants de l'univers pour amener une balance. Ce qui est une manière d'eugénisme extrême. Mais bon. Ouais, c'est ça. Mettons qu'il y aurait des façons plus subtiles. Genre, t'as tous les pouvoirs du monde au lieu d'éliminer la moitié parce qu'on a pas assez de ressources, rend les ressources infinies. Pis t'as pas besoin de tuer personne. Rendu là, c'est un autre problème. Mais bon. Je le sais. Fait que tout le monde est massacré à la fin du film. Ceux qui n'ont pas été détruits de l'univers, effacés de l'univers, sont en très mauvais état. Et le trailer commence justement avec Tony Stark qui, depuis probablement beaucoup de films se demandent quand est-ce qu'ils vont le tuer. Et juste pour continuer à nourrir la flamme de est-ce que c'est à ce moment-là qu'ils vont tuer Tony Stark? C'est Tony Stark dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie qui sont pas mal tous disparus, tout seul avec son armure détruite qui dit j'ai plus de bouffe, j'ai plus d'air, je vais probablement être à court de tout ça demain matin. Il n'est pas seul en fait. Il a son armure. Il est avec son casque. Oui, mais si vous vous souvenez de la scène où ce qui est abandonné sa planète, il en restait 2. Il restait lui, puis il restait Nebula. Oui, mais Nebula, on la voit ailleurs. Oui, on la voit ailleurs, mais reste que techniquement, il va être avec elle au début. D'après moi, ils sont pas partis ensemble. Ouais, peut-être. Mais bon, il s'apprête à mourir de plus rien du tout. Et il est en train de faire son testament à Pepper Potts, sa blonde à temps partiel selon les couleurs et les saisons. Mais aussi, il y a beaucoup de... Écoute, on voit... Il y a Ant-Man qui revient comme une surprise. Ant-Man, oui et non. OK? Parce que si vous avez écouté Ant-Man et la scène de la fin, OK? Ant-Man and the Wasp? Oui, c'est ça, Ant-Man and the Wasp. Tu l'as pas vu? Non. OK, bon. Ce qui arrive à la fin d'Ant-Man and the Wasp place Ant-Man dans une situation qui peut... Il est plus considéré comme dans l'univers. Exact. Il est curieusement à l'abri du snappening. OK, parce qu'il est dans l'infiniment dans petit. le Quantum Realm. Ouais, c'est ça. Donc lui, il est considéré comme perdu selon les archives parce qu'on sait pas ce qu'il est. Mais de l'autre côté, il était ailleurs. C'est ça. Puis le film, dans le fond, Ant-Man and the Wasp finit sur un gros cliffhanger dans le sens que pendant qu'il est dans le Quantum Realm qu'il faut qu'il soit ramené par les gens à l'extérieur avec la machine, le snappening arrive. Et Hank Pym, The Wasp, et un autre personnage que je spoilerai pas ceux qui n'ont pas vu Ant-Man and the Wasp, là, il y a un troisième personnage avec eux, eux subissent le snappening. Mais pas lui. Donc là, il va arriver quelque chose dans le Quantum Realm qui va faire en sorte que Ant-Man risque d'avoir une partie de solution sur qu'est-ce qui s'est passé et comment régler ça. Bon. Quantum Realm, c'est spécial. Ouais, puis justement, ça a des règles qu'ils vont pouvoir utiliser parce que ceux qui se rappellent Infinity War, mais en comique, ils utilisaient Doctor Strange pour ouvrir des portals pour aller partout dans l'univers, tandis que le Quantum Realm est un endroit où tu peux te passer pour aller partout. Oui, exactement. Donc, ça peut être utile. On va voir ce qu'ils vont faire avec. Exactement. On a vu un personnage qui était déjà connu dans les films, bien sûr, mais sous une version qu'on a eue dans les BD depuis 10-15 ans, qui a fait triper beaucoup de fans, puis qui a peut-être passé sous le radar pour ceux qui lisent pas les comics. Je parle de Ronin. Ronin, c'est un alter ego de... beaucoup de personnes, mais à un certain moment donné... Hawkeye. Oui, OK. Hawkeye qui pète la coche dans les BD à un moment donné, puis qui devient un assassin à l'épée. Là. C'est un samouraï. Oh, il y a un genre de samouraï moderne. Avec des katanas. Mais bon. Là, ce qui est intéressant, probablement quelque chose que sa famille a été snapponnée. C'est ce qu'on pense glaner de son visage. Pour garder ça simple, on va dire que sa famille a bu un grand verre de Snapple, le thé glacé. Et une bonne... donc, ça nous met dans les personnages qu'on a vus. Captain America, Ronin, donc Hawkeye, Black Widow qui a l'air de faire beaucoup d'expositions. On a Thor qui pleure dans un coin sombre. Très, très, très Thoresque. Non, pas du tout. Sinon, on a Iron Man, on a Nebula. Captain America qui semble avoir une idée géniale, mais qui sait pas ce qu'il va faire si ça marche pas. Ouais, c'est ça. C'est le crew original plus Ant-Man et Nebula, dans le fond, qui se rajoute. Pour la plupart, toutes les autres sont
Mais c'est vrai, j'avais pas réalisé que c'est pas mal toutes les Avengers de base. Oui. J'avais comme pas réalisé ça. C'est toute l'équipe des Avengers du premier. Et donc, ce qui va arriver, c'est j'ai l'impression que... Ici, je montre à Eric un arrêt sur image du costume de Ronin qui est très, très, très fidèle et très magnifique. Ah, ça va être capoté. Honnêtement, là, juste Hawkeye, parce que le monde se disait, il était où pendant ce temps-là, qu'il peut rien faire pendant qu'il se boque des yeux. Non, mais sortez-le pas de l'équation. Mais dans l'histoire, il disait que de toute façon, il avait pris sa retraite, c'est ça. Ouais, puis aussi, en plus, il était il était surveillé par le gouvernement parce que son identité était connue, fait qu'il pouvait plus partir de chez lui, faire des gens. Exactement. Puis là, probablement que le snapping, comme tu l'as appelé tout à l'heure, fait en sorte que M. Hawkeye va probablement être prématurément sorti de sa pseudo-retraite. Puis sinon, pour ce qui est des méchants, la seule chose qu'on voit, c'est tel dans la BD après le snapping, Thanos est tranquillos sur une planète avec un épouvantail fait de son armure de combat. Oui. Donc, il vit une vie paisible à chiller dans des champs de blé. Oui, parce qu'il y a eu ce qu'il voulait. Je vois pas pourquoi qu'il lui chercherait le trouble supplémentaire. Lui, dans le fond, il va se faire déranger par les héros pour essayer de régler la situation, mais lui, c'est lui le héros dans sa tête, là. Ben oui. L'histoire est finie. Là. Exact. Dans sa logique interne, il a gagné. Ben oui. Il a gagné, puis la vertu est de son bord, selon lui. Tu comprends? Ben, c'est ça. Fait que c'est ce qui est fascinant de ce personnage-là, c'est qu'il n'y a pas d'intention mauvaise. Il y a juste une mentalité mauvaise, mais que dans sa tête, l'intention est bonne. C'est pour ça que le personnage a quand même bien marché dans le film. Ben oui. C'est ce qui rend aussi le personnage de Doom dans les BD hyper intéressant et ce qui a été tellement mal porté à l'écran depuis qu'on a essayé de le faire à 3 reprises. Parce que Victor, il est virtueux. Là. Il est très vertueux. Puis en fait, c'est quasiment dur de le considérer comme un bad guy parce que même le dieu panthère de Wakanda considère Dr. Doom comme étant juste de cause. Ben, c'est juste qu'il est chaotique good, là. C'est juste ça. Donc, on a Thanos, Avenger original, dans le fond, Ant-Man, puis Nebula, puis on va voir ce qui va se passer dessus. Exactement. Mais ici, ce qu'on n'a pas vu dans le trailer, mais c'est le Joker dans le jeu de cartes, Captain Marvel. Exactement. Oui. Dont le film sort entre maintenant et Avenger. Exactement, c'est le mois de février, je pense, pour Captain Marvel. Donc ça va avoir un rôle certainement à jouer. C'est d'un point de vue force de frappe pure. Oui. C'est la plus forte. Probablement, elle doit être en haut de Thor côté force brute. Ça va être un beau match-up. C'est probablement le plus gros canon qui leur reste, mais même là, c'est pas assez pour aller dos à dos avec Thanos. On va voir, et surtout avec le gant. Donc, on va voir comment que Captain America, qui, comme dans les BD, avait eu un plan complètement stupide et complètement c'est le fil du rasoir et si ça ne marche pas, on est tous foutus, c'est probablement ça qui va arriver. Avec un sac rempli de patriotisme et rien d'autre. Mais il y a aussi le fait que... Il y a que du patriotisme dans parce que j'aurais hésité pour ta réponse de Captain Marvel contre Thor, mais la version de Thor qu'on a présentement, c'est quand même la version God of Thunder, là, de fin de Ragnarok, qui dans BD, c'est pas loin d'une des versions les plus fortes de Thor. Ça l'est pas, mais c'est pas loin. Et ça pourrait être un beau match-up, de savoir lequel des deux qui est vraiment le plus... Mais il s'est quand même fait ramasser en quelques secondes post-Ragnarok. Fait qu'honnêtement, il est pas en position... C'est sûr. Mais c'est pas si pire. On va se le dire, là, Thanos, il y a quand même la manipulation de la réalité derrière lui. La réalité, le temps, l'espace. C'est ça. La réalité inclut tout ça. Là. C'est ça qu'il porte pas sur lui constamment maintenant. D'après moi, il essaierait ça quelque part. Puis il est pas en train de dire « Je suis prêt à tout ». La moitié du monde est mort. Personne ne va oser s'attaquer à lui. D'après moi, c'est d'un tiroir. Je sais pas, moi, je garderais ça toujours sur moi pour pouvoir faire mes toasts. Invoquer mes toasts. Ou quand ça me gratte, je suis pas capable de me rendre, utiliser les pouvoirs du temps et de l'espace pour me gratter parce que ça me gratte. Tu te gratter dans le passé pour pas que ça te gratte dans le futur. Ouais, exactement. Ou simplement ramener mon dos à une époque où ça grattait pas. Ouais, c'est ça. Ça. Ou traverser dans une dimension où ce que le grattage est futile. Et voilà. En tout cas, tout ça. Change ton dos en aluminium, ça te grattera plus jamais. Ouais, c'est ça. Ou trouver une molécule qui se gratte elle-même. Donc, t'es constamment en étant de grattage, d'autograttage. Les molécules instables des 4 Fantastiques. Et voilà. Okay. C'est ça que ça fait. Et faut pas oublier que Avengers 4 va peut-être nous amener des teasers, des nouvelles propriétés du MCU. Parce qu'il faut être clair, ils l'ont dit, ce film-là, c'est la fin du vieux... C'est ça, de la continuité présente du MCU. Après ça, ils vont y avoir des nouvelles choses. Puis je crois que, on dit que Marvel est rendu très formuléique. Puis je pense qu'ils n'ont pas le choix jusqu'à ce point-là. Après ça, ils vont brasser un peu plus les choses. Mais on est rendu à un point où je pense qu'ils vont pouvoir se permettre. C'est le moment où ils peuvent prendre des choses, les jeter à la poubelle ou les rebrasser pour pouvoir après ça
se sortir un peu de certains coins dans lesquels ils sont peinturés. Un peu comme Star Wars, mais on n'ira pas là. Ouais, mais ils n'ont pas descendu au niveau de Star Wars avant de la faire. Non, c'est ça. On se cachera pas. Star Wars sont pas peinturés dans un coin présentement, là, ça va très... Non, ça va financièrement, c'est numéro 1. C'est même que je te dirais que la controverse peinturée par Star Wars des dernières années fait juste mettre plus d'argent au moulin. Ah oui. C'est pas quelque chose qui lui nuit plus qu'il faut. Là. Sur ça. Un petit 2 minutes pour beurrer nos toasts. Un petit 2 minutes pour beurrer nos toasts et trouver des façons créatives de se gratter avec les pierres de l'infini. Et on vous revient tout de suite après pour les geeks contre-attaquent. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaquent. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Les Geeks contre-attaquent vous est présenté par Snapple. Snapple, une seule gorgée et vous serez à moitié mort. Revoici les Geeks contre-attaque! C'est quoi je viens d'entendre, moi, là? Une niaiserie! Je l'ai jamais vu. Je pensais que c'était préenregistré. C'est toi qui viens de le faire? Ben oui. Tabarnak. Je pensais que t'avais enregistré une cote que t'avais fait jouer en temps insu pour le fun. Ben non. Avec ce qu'on disait avec Thanos, Snapple, oui. tout ça, ben c'est ça. Parce qu'on t'entend pas assez dans les pubs, Mikey. Hein? Ah non, c'est ça. Hey, d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté la pub, un petit salut à la GIF, notre ancienne ligue d'impro, à moi, Mikey et Simon, qui font de la pub pour le spectacle hebdomadaire, dans le fond, tous les dimanches à la Corrigan. Pointez-vous, il y a du fun, c'est une belle gang. J'y ai fait partie pendant 10 ans, Simon pendant 11, je pense. Ça battu mon record? Non, j'ai fait 10 ans, mais avec une année de sabbatique. Ah, ok, fait que t'as été 11 ans, mais il y a une année que t'avais pas été là. Ouais. Donc, on a fait 10 ans, moi puis lui, donc ça fait partie de notre ADN. Et Mikey a fait une couple d'années là-bas aussi, donc 4-5. On a suivi la scène en masse. Exactement, il reste un peu de nous autres là-bas. Ben oui, parce qu'on a gagné une année. Notre équipe a gagné. Écoute, j'ai été 10 ans là, j'ai gagné au moins une fois. C'est quasiment gênant de le dire. Là. 3 équipes, j'ai gagné une fois en 10. En tout cas. Passons à d'autres choses. Et oui, donc, comme j'avais parlé un peu plus tôt dans l'émission, c'était les Game Awards 2018, jeudi dernier. Donc, on se cachera pas, c'est rendu gros. Ça commence à l'être, c'est le fun. Parce que dans le fond, c'est un show qui rivalise quasiment des Oscars côté réalisation. C'est sûr que c'est pas exactement le même ton parce que c'est pas du tout pareil. Oui. Mais côté grosseur, c'est quand même surprenant. Ben, ça commence à approcher les standards du E3. Comme qualité d'entertainment. Ah, tu parles des présentations. Des présentations, toute l'équipe, puis d'envergure médiatique. C'est même rendu plus gros que le 3 pour certaines choses. Ouais, c'est vrai. Puis, dans le fond, ça devient un peu important, un peu comme les Oscars, qui, malgré que c'est pas important de guillemets, là, c'est juste du monde qui se donne des prix entre eux autres puis qui se touche en riant, reste que ça donne une bonne idée des tendances de l'année d'avant et des tendances qui s'en viennent du futur. Parce que, contrairement aux Oscars, qui focusent vraiment sur les films de l'année d'avant, les Video Game Awards nous annoncent beaucoup de choses pour le futur aussi. Oui, c'est les prix de l'année actuelle, mais c'est saupoudré d'annonces pour le futur parce que, entre deux présentations, ils vont montrer des bandes annonces de jeux qui s'en viennent ou de changements. Parce qu'il y a eu beaucoup de bandes annonces pour des jeux existants, mais pour annoncer le contenu futur. Yes, et en plus, il y a des catégories qui se rajoutent à toutes les années pour les le Game Awards. Et là, on a une grosse version cette année. Je passerai pas par tous les prix qui ont été gagnés, parce qu'il y en a quand même une bonne 30, c'est pas une quarantaine, de prix différents qui se sont donnés hier. Mais je veux qu'on focus sur les gros. Okay. Là, ici, j'ai j'ai plus les nouvelles que les annonces que les prix. Regarde bien. Mais pas sur les prix. Moi, j'ai une liste, c'est ça. Les prix. On va y aller avec les plus gros en premier, parce que c'est de ceux qu'on va parler le plus, puis on va dévaler comme ça. Il y a des petites mentions que je veux faire aussi. Le jeu de l'année. Okay. C'est bien sûr le Game of the Year, le fameux Game of the Year Award, qui cette année, il n'y avait pas beaucoup de surprises parmi les nominés. On savait que le bras de fer allait être entre les mêmes, mais on savait que Red Dead 2 s'en venait avec une moissonneuse batteuse. C'est ça, on se dit, va passer à la gratte comme c'est terrible. Et non. Parce que les nominés étaient Assassin's Creed Odyssey, main d'applaudissements. Simon, d'ailleurs, qui a travaillé là-dessus, donc, je m'excuse. Yes, je m'excuse. Ensuite, Marvel Spider-Man de Sony, de Insomniac, en fait, devrais-je dire. Qui est un excellent jeu, mais c'est discutable. Trop répétitif. Peut-être, ou qui prenait peut-être un peu trop par la main le joueur, dans le fond, qui aimait avoir plus de liberté sur le mouvement. C'est un jeu parfaitement exécuté, mais qui réinventait rien. Okay. C'était juste
un merveilleux niveau d'exécution. Okay. Ensuite, Red Dead Redemption 2. Évidemment. Et on parle rien que de ça depuis 2 mois partout. Monster Hunter World, qui a été un gros hit que le monde a tendance à oublier quand il en parle. Qui roule encore beaucoup. Le plus gros de la franchise même. Qui est très ambitieux comme jeu. Si tu regardes le scale de ce jeu-là, puis les ressources qui ont été nécessaires à le faire, à le rendre fonctionnel à la date qui a été prévue et à le maintenir. Oui, parce qu'il y a encore des monstres qui sont rajoutés. Il y a une durée de vie comme jeu en tant que service qui est surprenant, qui n'était pas présent dans la série dans le passé. Exactement. C'est quoi le edge de ce jeu-là? C'est que tu peux jouer le monstre? Non, c'est que dans le fond, c'est que tu joues un chasseur de monstres, puis tu prends du pouvoir, puis de l'équipement, puis le but, c'est de... C'est juste un jeu de chasse, finalement. Oui, c'est toujours plus gros, toujours plus fort. C'est Dragon Ball, le RPG. Ouais. Non, mais c'est pas vraiment un RPG, c'est plus un hack and slash, parce qu'en plus, tu choisis tes armes, donc t'as des styles de combat très différents, puis c'est il est considéré comme RPG, entre guillemets, parce qu'il a quand même gagné le meilleur RPG de l'année. Oui, à ça, t'as de la progression, tu peux être un RPG. Effectivement. Et un autre jeu qui avait été nominé, et qui s'est inséré à travers les gros jeux AAA, qui est un jeu indépendant qui s'appelle Celeste, qui a été un succès parmi les speedrunners, mais aussi parmi les gamers en général. Un side-scroller qui est hyper dynamique, très rapide, très précis dans ses contrôles, qui est disponible sur pas mal toutes les plateformes. Là. Donc Celeste était dans les nominés pour jeu de l'année, ce qui est pas rien. Et le gagnant est un jeu dont... Who's the winner, boy? Dont Mikey s'est vautré sans vêtements dedans pendant des mois. Il nous en a parlé avec beaucoup de ferveur. On parle de God of War, qui a gagné jeu de l'année. Moi, j'ai joué peut-être une 15aine d'heures. Je m'ai rendu à un endroit où il y a comme un lac, puis ça commence à ouvrir des affaires avec le kit. T'avais-tu encore ta hache? Oui. T'avais juste ta hache? Oui. OK, c'est bon. C'est ça. Puis je sais que j'ai peut-être manqué les gros moments du jeu, fait que je vais le continuer éventuellement. Mais j'ai vu l'attrait, j'ai vu la précision, puis je te dirais, le fini qu'il y en a de ce jeu-là est capoté. C'est un jeu que personne ne savait c'est quoi qu'elle allait avoir, puis tout le monde était surpris par la qualité, puis le polish. Oui, puis surtout la maturité même. La maturité. Pour une série qui a toujours été très juvénile. Oui. On se le cachera pas, c'est comme je suis de plus en plus musclé, puis j'arrache les faces de plus en plus grosses. Oui. J'ai des orgies. Là, tout à coup, il y a avec la paternité, il est arrivé une maturité. C'est surprenant. Exactement. Puis en plus, c'est un jeu qui... On se le cachera pas, beaucoup de passages des premiers God of War pouvaient être passés en martelant ta manette sur le coin d'une table au hasard. Oui. Tellement que c'était un hack and slash qui encourageait le button machine en guillemets. Donc toucher les pitons le plus rapidement possible puis que ça donne un résultat. Tu sais, c'était moyen. Ils ont réussi à amener God of War, cette franchise-là, en c'est des batailles, mais il y a de la stratégie là-dedans parce que c'est vraiment, il faut que tu te watch. Parce que t'es pas vite, mais t'es fort puis tu te bloques, mais c'est vraiment, faut que tu prennes ton temps, que t'évalues les choses. T'es un vieil homme. C'est ça, puis ils ont narrativement amené ça dans les eaux de Last of Us et compagnie, dans les eaux de Naughty Dogs. Ils ont mécaniquement amené ça dans les eaux de Dark Souls, où ce que le combat a beaucoup plus d'impact, où ce que tout est plus lourd, tout est plus calculé. Tu peux pas faire 3-4 attaques en ligne sans penser que tu vas payer conséquence si tu fais pas attention. Ils ont vraiment été dans des eaux qui étaient... Ils ont pris des risques. Ils ont pris des gros risques et ça l'a payé. Oh, donc, félicitations à l'équipe de Sony pour God of War. Alors, ça vient quand même confirmer que Sony a des très bonnes années dans les jeux exclusifs. Oui. Mais ce qu'on va parler un peu dans les annonces du futur, Microsoft va être surprenant. Oui. Puis Red Dead Redemption, je pensais que ceux qui allaient donner les prix allaient avoir la mémoire courte. Mais non, c'est pas Red Dead qui l'a eu, c'est vraiment God of War qui est sorti un des plus vieux jeux en date de sortie de la liste des nominés. Mais God of War est resté dans la tête des gamers. Il était 43, je pense qu'on va y aller en musique pour vous mettre une petite pause, puis après ça on va parler du reste des catégories. On va les passer sur un temps. Là. Oui, mais check bien ça, allez. Ça va être malade. Yes. Mais avant tout... Mais c'est parce que la tonne fit. La chanson de la semaine 2! Alors, pour parler de God of War, qui a non seulement d'ailleurs gagné Game of the Year, mais qui a gagné aussi meilleur jeu d'action adventure et meilleure réalisation, donc meilleur Best Game Direction. Ouais. Donc, il a gagné 3 prix quand même, et nominé à peu près partout. J'ai aussi été dans la catégorie musique. Donc, il était nominé, mais n'a pas gagné pour la meilleure musique. Cependant, j'ai quand même décidé de rendre hommage au jeu. La trame sonore composée par Bear McCreary.
Bear McCreary, comme compositeur, vous le connaissez plus pour des séries télé. On lui doit toute la série des Battlestar Galactica et toutes ses versions. On lui doit l'entièreté de Walking Dead. On lui doit Agent of Shield, la série au complet. Mais on lui doit aussi les films Tau, Cloverfield Paradox, 10 Cloverfield Lane et le prochain Godzilla Kings of Monsters. Wow. Donc, Bear McCreary, qui dans le jeu vidéo a fait quelques trucs aussi, mais c'est lui qui a fait God of War. On voit que la pièce God of War, qui est l'introduction du jeu, cette pièce-là, là, c'est un peu comme le thème de Conan qu'on a ici. Là. Ça va vous faire pousser du poil ou ce que vous pensiez pas pouvoir en avoir. Okay? C'est viril, masculin, c'est capoté, c'est norvégien, c'est mythique, c'est viking, c'est tout. God of War de Bear McCreary, on écoute ça au Geek. Contre-attaque. C'est quelque chose, pareil. Hein? C'est quelque chose. C'est oui.
Et une grosse voix grave, ça a un effet sur la base. J'ai couvert mon corps des cendres de ma famille morte brûlée. Oui, et moi, j'essaie de dire ça sans que j'ai l'air d'un creep, là. Mais ça fait vibrer le coccyx juste dans la bonne fréquence. Genre, Désolé, il n'y a aucune manière que tu peux dire ça sans sonner comme un par creep. rapport à la colonne vertébrale, je parle, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis t'es assis sur... En tout cas. Sérieusement, mon coccyx n'a jamais vibré à une mauvaise fréquence. OK, fait que tu t'es jamais assis sur le volant d'un vélo à 2 personnes puis tombé en bas d'un coteur, toi? Moi, ça m'est arrivé, moi. Hein? C'est la façon la plus gênante de manquer 2 jours d'école. Donc... Ça explique bien les choses. Sur ça... On va faire un survol des autres catégories, puis après ça, on va parler du futur, dans le fond, de ce qui a été annoncé pour l'avenir. Le futur! Dans le Game Awards 2018, bien sûr. Oui, tout d'abord, meilleur RPG, comme j'ai dit tout à l'heure, Monster Hunter World, qui a gagné ce prix-là. Ensuite, meilleur jeu d'action, c'est un Call of Duty, je me rappelle plus du titre, là. Je m'excuse, j'ai pas pris en note, là, mais je pense que c'est un Call of Duty qui l'a gagné, on a fait de même. Blops? Black Ops 4? Ah, je sais plus. En tout cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est un jeu de tir à première personne. Meilleur jeu ongoing, donc ongoing game, meilleur jeu qui est toujours en vie, c'est-à-dire qui a été sorti là de plusieurs années, qui est pas sorti cette année, mais qui est encore maintenu, qui est encore constamment mis à jour. Et là, on parle de Fortnite qui a gagné, bien sûr, qui a été un énorme succès cette année comme free-to-play, là, on se le cachera pas. Là. C'est le jeu des kids. Là. C'est de genre de préadolescents, là, ils jouent à ça. Mais il y a quelque chose qu'il faut donner à ce jeu-là. Oui. Le fait qu'il ait sorti une version mobile qui est pas une version cheap. C'est le même jeu. C'est comme PUBG. C'est le même jeu, mais sur une tablette. Puis si, mettons, t'as genre le iPad Pro de l'année, ben il run quand même à 60 FPS. Pareil que si t'étais ça. Puis tu joues en matchmake avec les gens. Fait que tu peux jouer sur n'importe quoi, n'importe où. Exact. Puis ils ont ciblé les plateformes de tout le monde. C'est quand même surprenant. Le crossplay pur. J'ai hâte de voir ça. Exactement. Puis Fortnite, on va lui donner on va rendre à César ce qui appartient à César. Il mérite ce genre d'obligation. Mais là, je veux mentionner... Je vais juste te clarifier, meilleur jeu multiplayer, c'est Fortnite qui l'a eu. Fortnite, c'est ça. Non, je parlais de meilleur action game. Parce que Action Adventure, ça avait été God of War. Action tout court, il y en a un autre, mais je me rappelle pas c'est lequel. Ici, je regardais. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais dans le meilleur jeu ongoing, je veux juste faire une belle petite mention à No Man's Sky, qui était dans les nominés. Et No Man's Sky part de loin, là. OK? Vous vous souvenez toute la débâcle, on se souvient de la grosse déception des fans, là, les accusations de fraude, tout. Mais la façon qu'ils ont travaillé ce jeu-là, de façon, écoute... Ils sortent des content updates à toutes les 3 mois. Ces gars-là ont travaillé d'arrache-pied, OK, à sueur de leur front pour amener ce jeu-là à la hauteur de la vision qu'ils avaient à l'époque. Puis ils ont jamais arrêté. Hein. Puis le patch qu'on sorti pour le jeu le multijoueur, le first person view, puis les nouvelles quests, honnêtement, là, pour l'avoir joué un peu cette année pendant mes vacances, là, chapeau, regarde, ils ont réchappé ce jeu-là des abysses complètement. Et c'est un jeu qui mérite le montant qu'il vaut maintenant. Là. Okay? Pour un 20-30$, là, ça le vaut solide, là, le nombre d'heures que vous pouvez se passer là-dessus. Bref, un beau petit coup de chapeau là-dessus. Meilleure musique, Red Dead Redemption 2. Je n'ai pas joué, je peux pas commenter beaucoup, mais ça a l'air que l'utilisation de la musique est extraordinaire dans ce jeu-là. Dans le premier, c'est excellent. Mais c'est un Rockstar. Rockstar, question de musique, puis ça de trame sonore, il se trompe vraiment jamais. Jeu indépendant, parce qu'il s'est inséré dans les jeux de l'année pour les nominations, bien sûr, Celeste a gagné le meilleur jeu indépendant. Une autre petite mention que je veux faire, meilleur jeu de stratégie. Meilleur jeu de stratégie. Le gagnant, Into the Breach. Un jeu de PC que vous pouvez downloader sur Steam, qui est le projet suivant des créateurs de FTL, donc Faster Than Light. Vous savez qu'on en a parlé en long et en large de ce jeu-là. C'est Simon qui, je pense, que nous en avait parlé en premier. Moi, j'avais embarqué dans ce jeu-là par la suite, ou Laurent, je me rappelle plus. Dans la première année, les guides contre-attaque, on parlait de FTL, puis de Binding of Isaac. Je l'ai acheté, il y a genre 6 mois sur ma tablette, parce que j'étais plus capable de pas jouer à ça. FTL, c'est merveilleux comme petit jeu stratégie roguelike. Et ils en ont fait un nouveau qui s'appelle Into the Breach, qui est un jeu un peu comme les échecs. Oh, c'est des échecs avec des robots et des kaiju. Ouais, c'est ça. Un genre t'as des robots géants contre des aliens géants. Ça marche par tour. Tu vois ce que ton adversaire va faire dans les 3 prochains tours. Fait que t'as 3 tours pour empêcher ça. Parce que tu viens du futur! Donc, c'est ça. C'est ça qui est fascinant de ce jeu-là. C'est super simple. Chapeau à cette petite gang-là. Et meilleur jeu de VR. J'aurais voulu en parler si Conan avait été là. Mais c'est Astro Bot Rescue Mission, qui a été un énorme succès, puis que la prochaine visite de Conan, on en parlera un peu plus. Je me l'ai pas procuré encore, mais paraîtrait que c'est un gros hit. Et qu'est-ce qu'on a entendu parler maintenant pour le futur dans les Game Awards, Simon? Ouais, tu me prends à des bribus. Chronique sur
futur! J'irai pas sur tout, mais je vais aller sur les choses que je pense qui vont avoir un gros splash selon mon feeling à moi. La première chose, c'est Epic Games, qui font Fortnite, qui ont annoncé qu'ils allaient sortir leur propre point de vente de jeux en ligne, un peu pour compétitionner Steam, avec un focus sur un plus gros retour aux développeurs. Donc, ils prennent une plus petite cote, puis être plus friendly, puis ils vont faire l'inverse de ce que Steam fait présentement. Ils vont comment choisir? Ils vont choisir beaucoup plus les titres qui rentrent là-dedans parce que il y a eu beaucoup de controverses de Steam côté c'est devenu une foire aux genre de groupes racistes qui se cachent là, des choses comme ça. Ben ça, des jeux pas terminés, puis Fait qu'eux autres, ils vont ce qu'on appelle curation, ils vont vraiment plus faire un choix, puis ils vont contrôler ça un petit peu plus, puis ils vont être beaucoup plus friendly avec les développeurs, puis donner plus d'argent. Steam a bien ça dit, nous autres aussi on va faire ça, mais Steam c'est la vieille jument et pas ce qu'elle a déjà été. Trop peu, trop tard. Steam a trop ouvert la porte large. Puis après ça, il a décidé qu'on s'en lave les mains. C'est ça. Attends un peu, c'est-tu à cause... Oui, c'est ça. C'est sur Steam, il y a des jeux genre soyez un terroriste et allez dans les écoles tuer des jeunes, là, pis ça. OK, dis-toi que si demain matin tu fais un jeu avec peu importe le genre d'idée que t'en as de la tête, OK, aussi boboche le jeu va être, personne va t'empêcher de publier sur Steam. Ça va se faire en 24 heures, le jeu va être là et prêt à vendre. Mettons que ton jeu, c'est un entonnoir puis un pot de fourmis rouges, puis il faut que tu mettes ça faut que tu mettes l'entonnoir dans des fesses d'enfants pour mettre les fourmis rouges dedans, puis après ça, tu as des audios d'enfants qui pleurent. Pendant 8 heures, tu peux vendre ça sur Steam. Ah oui. Je vais tellement devenir riche. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que ça a été, c'est un nid à scam total de faux jeux vidéo, là. En tout cas, anyway. Okay. Avançons. Parlons de Journey. Vous vous rappelez de Journey, le jeu? Que c'était le fun. Vient sur PC. Donc, il va sortir des bugs ici, puis j'en parle uniquement parce qu'on va en reparler un petit peu plus tard. Sinon, Super Giant Games, qui ont fait Bastion, Transistor, Pyre, ont sorti un jeu qui est déjà disponible en Early Access, qui s'appelle Hades, où tu joues ce qui a l'air d'être le fils d'Hadès, du dieu des morts, puis tu dois sortir de l'enfer, et c'est un roguelike. Donc, à chaque fois que tu meurs, tu recommences, mais tu continues ta progression d'une certaine manière. Donc, avec beaucoup de types d'armes, de monstres, etc., etc. Puis, bien sûr, la direction de Super Giants, côté musical, côté narratif. Fait que ça risque d'être super intéressant. Far Cry va nous sortir ce qu'on appelle un demi-jeu. Dans le fond, c'est une update de Far Cry 5, ce qu'ils font souvent avec Far Cry. Après ça, ils sortent un jeu entre deux qui réutilise la carte. Les Blood Dragons de ce monde, ou les Primal. Exactement, sauf que celui-ci, c'est post-apocalyptique. Ça se passe après la fin de Far Cry 5. Pour ceux qui l'ont fini, ça finit peut-être avec plus ou moins une explosion nucléaire. Et c'est plus ou moins la suite de ça. Oh, nice! Puis j'ai pas joué à Far Cry 5 encore, puis j'avais hâte. Puis rien que de savoir que ça s'en fait là, c'est comme si j'allais écouter La Planète des Singes 2. Mais tu le sais pas encore. C'est ça, la première série, là, avec les adorateurs de la roquette. Ah, c'était drôle. Quelque chose d'intéressant ici, Marvel Ultimate Alliance 3. Annoncé pour la Switch. Uniquement la Switch, et il focus sur le Black Order, donc les méchants de Thanos, donc c'est extrêmement présent. Je pensais jamais que cette franchise allait revenir. Mais quelle belle franchise. Ce qui est le fun, c'est que vu que c'est un jeu vidéo, ça inclut les X-Men, ça inclut tout. Donc, ça a été tellement une belle franchise de jeux vidéo, les Ultimate Alliance, sous-estimé, mais un bon gameplay, une variété de personnages de fou, c'est vraiment le fun. Sinon, quelque chose de spécial, ça vient à la suite d'Obsidian Entertainment, qui sont le studio derrière Knight of the Old Republic, Fallout New Vegas, Pillar of Eternity, etc., qui viennent juste d'être achetés par Microsoft. Et ils vont sortir ce qui s'appelle Outer Worlds. C'est Fallout rencontre Borderlands. C'est Fallout dans l'espace, rétro-futuriste, avec de l'humour. Puis ça a l'air de faire une meilleure job, parce que dans ce studio-là aussi, il y a des gens qui ont travaillé sur les vieux Fallout originaux, donc il y a beaucoup de gens qui connaissent ce vibe-là, puis il y a beaucoup de gens qui se plaignent que Fallout est en train de perdre son chemin. Et voilà. Moi, je suis pas de cette vie-là à cause que Fallout 76, il faut pas partie des Fallout normales. C'est Bethesda Austin qui a fait ça, c'est un autre jeu. Mais Fallout 4 n'a pas eu la puissance de Fallout 3, mettons. Non, narrativement non, mais c'est question de contrôle puis graphique, c'était un autre game. Mais je veux dire, n'importe qui peut mettre de la peinture sur un singlet, là. C'est sûr. Mais reste que le gunplay était vraiment le fun dans Fallout, le monde l'oublie, ça.
Sinon, Hello Games, qui justement avait sorti No Man's Sky durant les Games Awards, ont annoncé ce qu'on appelle un short, un jeu plus narratif expérimental, qui s'appelle The Last Campfire, qui a l'air d'être un mélange d'un jeu fait par Supergiant, donc musicalement très 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 de la belle guitare acoustique puis tout ça, une narration de voix cool et puis des bonhommes de Journey mais version chibi. Fait que c'est super cute. Ça a le potentiel. Allez voir la bande-annonce, ça a le potentiel d'être cool. Mortal Kombat 11 a été annoncé. Oh! Ça ne meurt pas. Puis il se souvient du 8, tu sais. Ils ont rendu à 11. Je pense que j'avais arrêté après le 4. Mais ils ont sauté une année à X pour ça. Hein, c'est ça. Ils ont un nouveau Dragon Age a été teasé. Oui. Donc, il y a ça qui est à mettre dans votre pipe. Sinon, même Smash Bros. Ont annoncé qu'il allait aussi rajouter un personnage de la série Persona 5. Oui. Donc, Joker de Persona 5 va être rajouté. Fait qu'il y a plein de petites choses intéressantes à regarder là-dessus. Puis, ça donne une bonne tendance de c'est quoi qui s'en vient l'année prochaine. Ce qui est le fun à voir, c'est que les jeux, beaucoup de trucs stylisés avec de la couleur puis de l'énergie. Oui. Fait qu'on continue la tendance à retourner vers les jeux qui sont positif que tout est gris, on va mourir. On va faire les zombies à demander. Ben oui. Non, c'est ça. Là, puis, je vois pas de truc de zombies à date, fait que c'est bon. Non, c'est ça, parce que il y a un jeu qui potentiellement va avoir de l'impact l'année prochaine de zombies, c'est Days Gone, mais ça tant qu'il sera pas sorti, on le saura pas. Non, puis vu que ça fait 39 fois qu'il est repoussé. Disons 38. C'est jamais de mauvaises nouvelles selon moi, par contre. Des fois oui, des fois non. C'est à moins que ça... Mis à part Duke Nukem Forever, là, t'sais, repousser veut dire qu'ils prennent le temps de le finir comme faut. J'aime autant repousser que sorti trop tôt, selon moi. Mais ou repousser, des fois, veut dire oh mon Dieu, c'est complètement plate. Soit qu'on rajoute un an, soit qu'on rajoute à la poubelle. C'est ça. Mais dans la pérennité du jeu, une fois que le jeu est sorti, là, la date de sortie, ça compte plus. Là. Fait que là, faut que le jeu finisse soit quand même... Non, mais je suis 100% d'accord. Mais je pense que les développeurs devraient apprendre à pas annoncer leur jeu trop tôt. Ça fait juste du mal à tout le monde. Annoncez le corps, annoncez pas la date. Faut sortir, mettons, 3e quart telle année. C'est plus bon. Il suffit que... on sort 3e quart de telle année. Bonjour, je m'appelle Red Dead Redemption, je sors ce quart-là. On sort tout en 2019. C'est vrai que c'est ça. On au trimestre, c'est vague, là, mais bon. Parce que c'est une série que je suis qui sort au mois de janvier. Dans le fond, Ace Combat, là, j'en ai parlé pendant longtemps. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'on ait une vraie date. Puis il annonçait tout le temps, mettons, premier trimestre telle année, 2e trimestre, mais il mettait pas le point sur une date en particulier. La date est annoncée il y a 2 mois. Je l'ai acheté en pré-vente déjà parce que je vous l'ai dit, je suis vendu. Là. Je suis vendu. Moi, j'attends ça en janvier. J'aime ça des dates fixes, là, comme 1er janvier, ben c'est le premier jour que tu n'auras pas à faire de défilm 2018. Puis c'est ça qu'on va parler tantôt. Hein? Ouais. Après quoi? Après la pause! Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la 3e demi-heure des Geeks contre-attaque. Arrêtez les presses! On a manqué une geektualité de... Hey, si bon. Les presses, on n'imprime rien. Non, mais hey! Ils sont arrêtés depuis le début. Ben moi, je suis pressé, en tout cas. Le rappeur D-Natural vient d'annoncer son grand retour dans le rap québécois. Wow. C'est comme pas la 4e fois qu'il fait ça. D-Natural is back. Sortez vos 6-packs puis embarquez dans la baraque. Hey, je me rappelle des paroles de sa 2e toune. Ben, c'est ça. Il va en avoir une 3e. Il va en avoir une 3e. Ça va être malade. Il fait son retour, tu sais, une toune à la fois. À chaque fois, il fait une toune. Après ça, il s'en va parce qu'il y a honte. Un album, 30 ans in the making. Donc, ouais, c'est ça que tu... Ah, Mais Simon. Oui. Ouais. Chronique du Cosmos! Yes. Donc, Simon, tu nous parles de quoi? Ben, là, au début on a parlé beaucoup de Inside qui est allé sur Mars. Oui. Mais j'aimerais ça qu'on parle de Osiris Rex. Oh, ça sonne bien, ça. Oui, ça sonne super bien. C'est le dieu des dinosaures. Oui, honnêtement, j'écoute beaucoup de podcasts d'espace et puis les acronymes dans tout ce qui est spatial sont merveilleux. Mais Osiris Rex est une mission où on a envoyé une sonde vers un astéroïde qui s'appelle Bennu. Dans le fond, on est présentement... Lundi, il était à environ une 20aine de kilomètres de l'astéroïde, donc c'est le plus proche que j'ai jamais été. Et le but, c'est qu'ils prennent
des images de l'astéroïde pour comprendre sa surface, pour aller chercher des échantillons. Donc, on va pouvoir... c'est un autre sonde, justement, qui va aller récupérer des échantillons d'astéroïdes, les analyser. Et puis, le but est aussi de voir, parce que c'est un astéroïde qui semble avoir une certaine âge, quelle était la composition de ces astéroïdes qui ont frappé la Terre au début de sa création, etc., etc., etc. Donc, c'est comme pouvoir toucher physiquement le passé. Ouais. Et le passé lointain, par-dessus tout. Là. Puis aussi, c'est savoir c'est quoi cette astéroïde-là, parce qu'il y a de faibles. Okay. C'est quand je dis faible. Oui. C'est infime que l'astéroïde entre en contact avec la Terre en 2100. Ce qui est quand même bien. Tu dis qu'il y a des chances. Je dis qu'il y a des chances. Infinitésimal, mais tout de même. Donc, comprendre aussi la structure de l'astéroïde peut nous aider à, si jamais on se rend compte que ces chances-là passent de infinitésimal à potentiel, de peut-être pouvoir voir c'est quoi les meilleures solutions pour éviter des maux de tête. Est-ce que Bruce Willis a un fils? Non, mais on va faire ce qu'on fait toujours de mieux. On va former des coiffeurs pour les envoyer dans l'espace. Parce que envoyer des professionnels entraînés, c'est sous-estimé. C'est cinématographiquement plate. Mais non, Regarde-moi ça, la repousse de cet astéroïde-là. Mais c'est parce que c'est Michael Bay. Michael Bay, lui, c'est les travailleurs durs de l'Amérique et non pas les professionnels. C'est comme, non, le bon peuple a raison et non pas les cols blancs puis les scientifiques parce que c'est tous des faux. Je te dirais que le succès de Michael Bay au cinéma est l'équivalent du succès de la Palm Bay dans les boissons alcoolisées. Mais est-ce que vous avez écouté, excusez-moi de faire une tangente comme ça par Michael Bay. Est-ce que vous avez écouté la série de Patrick Williams sur YouTube sur Michael Bay, un auteur américain? Je sais exactement de qui tu parles. C'est le YouTuber qui parle de cinéma de longue forme avec un genre de lavalampe à côté de lui. Des fois. C'est-tu lui ça ou je me trompe de gars? Ah, je me trompe de gars, c'est beau. Non, tu parles de l'autre qui fait plus des essais sur les différents... Oui, exactement. Puis il fait des trucs genre si les X-Men étaient faits par... Oui, j'ai suivi quelle vidéo de ce gars-là. Il est en train de faire 3 parties. Il y en a 2 de sorties sur... il analyse Michael Bay d'un point de vue purement auteur, en tant qu'auteur cinématographique et non pas le résultat. Puis la manière qui applique les choses, son historique, la valeur de ses films par rapport à sa démarche puis à son but puis tout ça. Puis il arrive à la conclusion que tu peux pas ignorer 2 choses. Un, Michael Bay est un cinéaste d'auteur et 2 il y a 2 films dans la collection Criterion, faut pas oublier ça. Faut pas oublier ça. Un qui est là presque ironiquement, c'est-à-dire Armageddon. Mais l'autre, c'est lequel? C'est le Rocher, je pense? Probablement le Rocher. Je sais qu'Armageddon dans la collection Criterion. Ah, mais le Rocher, c'est bon. Le Rocher, c'est un mot aussi de mon film. Ben oui. Ou le premier Bad Boys. Ouais. Je veux plus jamais entendre parler du deuxième, là. Puis vous essayerez pas de me le vanter, là. Ce film-là te crie d'en face qui est bon, OK? Avec les postillons pis tout, là. Je suis bon, je t'intense, je capoté, écoute-moi. Aimez-moi, donnez-moi de l'amour. C'était agressant, ce film-là. Mais le 1, il est solide. Puis Michael Bay avait une bonne aire d'aller, c'est juste qu'on dirait que c'est... Quand il commençait à produire aussi d'autres films, on dirait qu'il s'est enterré dans son propre ego, puis c'est devenu juste... Non, mais ça analyse l'état de ses films, un à la suite de l'autre, puis en contexte. Pourquoi est-ce qu'il a fait Pearl Harbor? Puis on voit pourquoi. C'est quoi ses influences? Wes Anderson est une gigantesque influence pour Michael Bay. Ah ouais? Vous allez voir pourquoi. Ok, non, mais je vais les écouter d'abord. Je vais les mettre sur le Facebook, mais j'attends le 3e avec impatience. Mais le 2 sur 3, c'est délicieux. Et puis ça donne un amour pour l'homme. Et puis l'œuvre. Et puis c'est quoi ces thèmes? C'est comment qu'ils les utilisent? C'est vraiment... Patrick Williams, donc sur YouTube, suivez-le. Il fait des bons vidéos sur plein de sujets comme ça. Aussi de Nerdwriter, pour ceux qui connaissent le gars. Il fait des beaux essais. Il y avait Every Frame a Painting, qui est maintenant fini. Les Movies with Mikey, pas celui-là, mais l'autre. Oui, c'est vrai. C'est très fun comment il va déconstruire un film puis des gros films cultes. Très divertissant. C'est un ancien writer de chez The Borderlands 1. De chez Gearbox, fait que il y a un style très intéressant. Yes. Puis ils font aussi des séries nanars, c'est super bon. Oui, tout à fait. Filmjoy. Le channel c'est Filmjoy. Ouais, exactement. Donc. Mais là on parle de film, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ben voyons. Ben oui, on parle de la musique d'abord. Ok, on va à la musique. La chanson de la semaine 3! On fait de la musique avant, puis on parlera de film après, c'est ce qu'on fasse. Ben, c'est ça. C'est comme le film n'a pas parti, faut-tu mettre du choke dedans un petit peu? C'est l'hiver, hein? Il était pas plugué cette nuit. Ouais. Donc, chanson de la semaine numéro 3. Et là, je vais y aller avec un des films que j'ai vu cette semaine. On a-tu un Buck Eater sur la console? Excusez, il fallait que je le dise. OK. Un des films que j'ai écouté cette semaine, You Were Never Really Here.
film de Joaquin Phoenix, qui est exclusif à Prime, Amazon Prime. Écoutez, ce film-là me surpris, je vous en parle tantôt, mais la trame sonore composée par Johnny Greenwood. Ceux qui connaissent la musique connaissent le nom de Johnny Greenwood parce que c'est un des 3 membres de Radiohead, ok, qui a composé des trames sonores de films dans le passé. S'est occupé de celle-ci pour You Were Never Really Here, et on va écouter la pièce Dark Streets. J'ai adoré la trame sonore de ce film-là. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et on vient d'entendre la pièce Dark Streets de Johnny Greenwood, membre de Radiohead, mais aussi compositeur de la trame sonore de You Were Never Really Here. You were never really here. Un film par jour, tous les jours, pendant 365 jours. Éric Lajoie vous présente des films 2018. 341 de fête. 24 à faire. Ah, ça te tente plus, là. Tu lâches. Drette-le. Hey, ça serait-tu le choke le plus décevant? Non, on va le finir. Là. Il m'en reste 24. C'est une bine d'un silo, là. 24 sur 300 et quelques, là. Je m'en fous, là. Mais non, c'est ça. J'ai écouté encore 7 films cette semaine parce que, encore une fois, les semaines durent 7 jours. Avant de faire ta review des 7 films, oui. Rendu en janvier, tu pourras pas écouter éventuellement une 5e saison de Daredevil. C'est vrai, on voulait faire un petit croche là-dessus. On en a pas parlé la semaine dernière, mais Marvel et Netflix ont annoncé la fin de pas mal tout. Là, présentement, je pense qu'il reste une saison de Jessica Jones qui est en production. Et Punisher. Puis Punisher. Mais Daredevil, qui était la série phare, a été annulée. Cancellé. Luke Cage et Iron Fist avaient été cancellés à une semaine d'intervalle, il y a pas longtemps. Je pensais que c'était pour annoncer un Heroes for Hire. Dans le fond, un joint des deux qui aurait été le fun. Non. Mais là, la fin de Daredevil, c'est confirme ce qu'on savait tous. La raison réelle, c'est le service Disney qui s'en vient. Exactement. Ils l'ont pas dit, mais on sait tous, c'est parce que vu que Disney va avoir son propre service de... Ça lui prend du matériel. Ben oui. Puis à la limite, je dis pas qu'ils vont reprendre ces séries-là parce que les writers, les directeurs sont peut-être attachés à d'autres choses, mais du moins parce que une partie des droits de ces séries-là appartient à Netflix vu que c'est le distributeur. Donc peut-être qu'ils vont faire autre chose, mais je pense qu'ils veulent retirer le contenu de plus de plateformes concurrentes, puis regrouper ça à l'intérieur de leur plateforme à eux. Mais Daredevil saison 3, pour l'avoir vu, là, ça avait fini sur une note forte. J'avais vraiment aimé la saison 3. C'était très bon, très bien écrit. Farewell Daredevil. Donc, allons-y maintenant avec le film. Qu'est-ce que j'ai écouté samedi? J'ai écouté Batman Assault on Arkham. Ça, c'est une histoire qui se sert des Suicide Squad comme protagoniste et de Batman comme antagoniste. C'est Batman le méchant dans ce film-là. Puis t'en as peur de Batman, il traque dans le noir, il pogne un par un. Et c'est un fou ce gars-là. Oui, ça suit
la continuité des jeux vidéo. Arkham City, Arkham Asylum, Arkham Knights, puis celui qu'on parle moins, Arkham Origins. Mais bon, ça suit cette continuité-là, mais dans un film d'animation. Ouh. Et honnêtement, là, Warner, on peut les rire d'eux autres pour les films, là, de façon très légitime, mais pour les séries d'animation, ils ont le edge sur Marvel puis sur les autres là, depuis longtemps. Mais Warner, j'ai hâte de voir, j'ai pas encore vu, mais Aquaman, les premières critiques sont surprenamment chaudes. Ouais. C'est comme un eau avec un petit pipi. Là. Je te dirais que les attentes sont tellement basses que ça peut juste être agréablement surprenant. Non, mais je veux dire, There's nowhere to go but up. Non, mais les premières critiques c'est vraiment un bon film divertissant. Ben, James Wan. C'est James Wan le directeur. James Wan, c'est lui qui a fait les Fast and Furious. C'est lui qui avait participé à faire les Saw à l'époque. Il est capable de prendre un concept original puis de le pousser, là. C'est vrai capable de faire ça. Ok. Ensuite, il y a, c'est ça, j'ai vu Batman à son Arkham. C'est tellement meilleur que Suicide Squad, c'en est gênant, ok? Suicide Squad, ils ont fait ça 2 ans après, ok? Le film. Ouais. Il y avait juste à copier ce qu'ils avaient fait 2 ans avant, là. Ils l'avaient dans les mains, c'était à eux autres. Un script douette, avec des bons dialogues entre les personnages, puis le bon humour, puis... D'après toi, avec ce qui se passe à l'écran dans le dessin animé versus le film, le dessin animé, est-ce qu'il aurait coûté plus cher que ce qu'ils ont fait en film? Ben non! Ça se passe dans la prison d'Arkham. Okay. C'est un huis clos. C'est un huis clos. Puis ils ont pas profité de ça. Non, ils ont préféré faire monter le film par une compagnie de bande-annonce. Regarde, ok? Je veux pas encore m'énerver, je pourrais passer 1h30 à juste bâcher ce film-là. Comment c'est... Excuse-moi, je fais exprès pour te pomper. Et comment le succès injustifié de Suicide Squad est dommageable pour l'industrie du cinéma en général à cause que ça donne des fausses leçons à des producteurs véreux qui pensent continuer de faire la même affaire. Qui vont penser pouvoir faire de l'argent avec des méthodes qui sont complètement... en tout cas... Bon. Je suis pas très content de Suicide Squad et ce que ça a eu comme impact. Bref. Quand même gagné un Oscar, hein. Y avait-tu rien à donner pour les costumes cette année-là? Allez, bon. On continue avec ce que j'ai vu le dimanche suivant. M'en faire moins des costumes. Oui, You Were Never Really Here, un film exclusif à Amazon Prime qui met en vedette Joaquin Phoenix, qui est un film très, 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 très atmosphérique, dans la veine des Drive, dans la veine des Ghost Dog de Way of the Samurai. Suit un protagoniste taciturne, un genre d'assassin de la nuit, un justicier, un redresseur de tort, voyez-le comme vous voulez, qui est très, 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 très basé sur sa solitude, sur la façon qu'il travaille seul, comme un événement qui sort de sa routine peut avoir de l'impact. Honnêtement, là, j'ai bien plus aimé ce film-là que je pensais. Il y a quelques scènes qui jouent un peu avec le fait qu'il est pas sûr de ce qu'il voit des fois est la réalité ou pas, dont une scène finale qui m'a frappé, là, qui visuellement, ok, tu comprends la métaphore, là? Tu sais, il n'y a pas rien de subtil, mais visuellement, ça a un impact malade. Quelle splendide scène pour finir le film. Je recommande fortement. J'ai donné un 5, j'ai pas de faille à y donner. J'ai vraiment trippé sur ce film-là. Lundi, j'ai écouté avec un de mes amis, je salue... excuse-moi, je mentionne Dominique Fizet, mais je ne le salue pas. Ben c'est ce qu'on s'est dit cette année qu'on faisait. Donc, Slave... De toute façon, faut pas l'encourager à exister. Il le fait déjà très bien par lui-même. Ben oui, tout à fait. Donc, j'ai écouté de 1987... Slave Girls from Beyond Infinity. Ah, j'ai vu la pochette! et surprenamment, dans ce genre de film-là, tout ce que tu as vu sa pochette est dans le film. Les 2 affaires? Ouais, c'est ça. Non, il y avait au moins 6 abdominaux. Ouais, non, mais écoute. Comme je disais, comme partage sur Facebook, un bonheur n'arrive jamais seul. Mais écoute, ce film-là est un... Ah, les gars, vous êtes dégoûtants. Écoute... n'est soutenu ironiquement que par une paire de seins, alors qu'une paire de seins est supposée être soutenue à leur tour. Ironiquement. Mais, écoute, ça n'a pas de sens. C'est juste pas terrible le film, ok? Mais les réalisateurs font tellement exprès pour nous mettre en grosse évidence ça, là, ok? Que tu peux pas faire autrement qu'applaudir quand ça finit par livrer, là. Mais non, c'est pour les fans de films d'exploitation, raison sci-fi numéro 12 de montrer une paire de seins à l'écran. Ben voilà, c'en est un bon. Là. 87, c'est carrément dans la veine des Andy Sidaris. Ah ouais, la vague de la breastploitation. Ouais, on a tout appris ça de Barbarella. Oui, effectivement. Un classique, s'il en est un. Ensuite, j'ai écouté Pineapple Express. Ah, enfin! Je m'étais tellement fait dire d'écouter ce film-là que c'était un classique moderne, que c'était une bonne comédie, mais moi, j'avais comme l'impression, personnellement, que c'est un genre de stoner comédie que si tu fumes pas pis t'es pas dans cette culture-là, tu vas comme... Non! Ce qui m'a frappé,
et sans mauvais jeu de mots, là, c'est, imagine-toi du monde qui ont à se battre, mais qui savent pas se battre. Exact. C'est ça tout le long du film. Ce que j'ai trippé, là, c'est que justement, ils se restreignent pas aux clichés de ce qu'Hollywood pense être des poteux, ok? C'est ce que j'écrivais dans ma review, dans le fond. Tu sais, la version Hollywood des poteux, c'est tout le temps genre le gars qui fout, le slacker, le gars qui fout rien, qui va nulle part. Dans ça, les personnages sont super attachants. Ils ont donné vraiment de la personnalité puis de la profondeur un peu à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils sont. Ben oui. Ils ne se limitent pas qu'à leur consommation. Exact. Fait que le dealer Soul, qui est joué par Franco, et tu veux en savoir plus sur lui, il est tellement charismatique, il est tellement mystérieux, mais pas en même temps, tout le temps en surface. Je sais pas, il y a de quoi de fascinant avec ce personnage-là. Rogan, qui essaie d'avoir tout le temps son apparence très stoïque, qui dans le fond est un gros gamin déguisé en adulte. Honnêtement, ça fait carrément que ces acteurs-là, c'est sûr. Mais Moses, les personnages sont le fun à suivre, les dialogues sont sharp. Écoute, le personnage de comment il s'appelle, Danny McBride, là, Red, que tu détestes au début, mais par son invincibilité dans le script, fait en sorte qu'il devient attachant parce qu'il veut jamais mourir. Ouais. Écoute, non, j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai écouté Get Smart mardi. Comédie d'espionnage qui est un remake des années 60 avec Steve Carell, The Rock, qui est un de mes acteurs préférés, mais il y a une bonne pléiade de gros noms. Là. Oui, puis le film est drôle. Tu sais, comme t'as une bonne vibe de post-Austin Powers, qui a encore des bonnes jokes à faire sur cet univers-là, puis de pris avec le bon ton. Un espion cave à gadget. Le film se prend pas pour d'autres choses que ce qui est. J'ai aimé ça. C'était sharp, c'était clear, ça étirait pas trop la sauce. Ouais. C'était drôle, c'était punché, bien parfait. Puis Carol il est bon quand il est bon. Donc, ben oui. Quand il est pas bon, il est pas bon. C'est exactement ça. C'est sûr, ma phrase, ça veut rien dire. J'ai écouté City of God jeudi. Ça fait des années que je voulais voir ce film-là. Film de 2003, un film du Brésil. Apparemment, c'est touchant, ça. C'est pas juste touchant, c'est violent sans l'être. Ok. Ça veut dire qu'on voit pas de gore à l'écran. Les coups, les impacts de gun sont souvent off-screen. Ouais. Okay? Tu vois le gars tirer, tu vois pas le gars recevoir le coup. Mais c'est brutal. Et ça raconte une histoire vécue de la jeunesse de deux kids qui se connaissent dans le même voisinage. Un qui devient un psychopathe, chef d'une gang de rue. Okay? Et l'autre qui devient photographe. Ah. Et écoute, c'est pour des réalisateurs un peu plus amateurs, avec les moyens du bord, parce que c'est pas une production hollywoodienne, là, c'est une production du Brésil. C'est capoté. La narration est tellement pétée, là, parce qu'il y a une narration tout le long qui te raconte des bouts d'histoire dans le bon ordre, mais il arrive avec un élément puis il dit ça c'est cool, mais je peux pas t'en parler tout de suite, mais retiens ça, puis il te place tout le temps dans ton qui-vive pendant l'histoire à savoir retiens ça, fais telle affaire, c'est vraiment trippant, puis je l'ai écouté en langue originale sous-titrée. Pour 80% des acteurs ne sont pas des acteurs, ok? C'est du monde qui ont auditionné c'est le premier film, toute la gang. Puis ça jure pas? Non, pas pantoute. OK. Ils livrent toute la marchandise égale, personne ne ressort du lot, c'est capoté, c'est très bon. C'est excellent. C'est pas juste très bon, c'est excellent. C'est pas ton film de la semaine, maintenant? Ben, écoute, il fait partie du top, il est dans le top 20 des meilleurs films de tous les temps selon IMDb. OK. Il y a la 20e meilleure cote. Mais qu'est-ce qu'IMDb connaît de ça? Non, c'est juste plusieurs centaines de milliers de votes qui, veut pas, au nombre, fait en sorte qu'à un moment donné, la moyenne a plus raison que tort. Okay? Bon, OK. T'as-tu écouté autre chose? J'ai écouté un dernier film. Le meilleur. Ben, il reste une minute. Vendredi. Bon, City of God, c'était mon meilleur de la semaine, mais j'ai écouté aussi Pirates des Caraïbes. Dead Man Tell No Tale, le dernier. Le 5. 5, shit. Parce que le 4, je l'ai écouté il y a quelques semaines. Et c'était le plus cher film de tous les temps encore aujourd'hui. Et ça paraissait pas, là. Le 5 est un peu meilleur. Mais... Fait qu'un reboot, c'est une bonne affaire, ou pas? Non, arrêtez. Faites d'autres choses. Faites un autre film de pirate, mais pas lui. Il a quand même été assez bon pour t'inspirer 5 jeux de mots très subtils dans ta review. Dont 2 étaient voulus, les 3 autres accidentels. Mais la raison pourquoi il y a des Pirates des Caraïbes, c'est que Johnny Depp a besoin d'une garderie. Fait qu'ils mettent Johnny Depp là, puis ils laissent les jeunes filles tranquilles. Pension alimentaire. Mais non, c'est ça, c'est que le film est meilleur. Une partie du charme des premiers qui revient un peu. Le dialogue, il y a plus de bonnes jokes dedans. Sauf que le film exagère à des places que t'es comme, mais voyons... OK, je comprends qu'on a un monde fictif, là, mais maintenant, slacké nerfs, ça fait pas de sens ce qui est en train d'arriver. Peut-être que t'es trop vieux pour apprécier. Écoute, j'ai écouté des films qui étaient très innocents, très juvéniles pendant mon défilm, qui sont venus me toucher. Ça, c'est corporatif au coton. Là. Puis ça t'a touché à une place que tu voulais pas être touché. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Terminé. Hey! Puis parlant de terminer, l'émission est terminée aussi. Merci d'avoir été là. C'est ça, il m'en reste 24, on s'en reparle pour le reste de l'année. Reste une 24. Et d'ailleurs, on ne prend pas de pause pendant les fêtes. Non.
Les Geeks contre-attaque, on va avoir une année pleine d'émissions. Dans le fond, on fait les 2 émissions on nuit de samedi, qu'il n'y a pas de congé officiel. Donc, la station est pas fermée. On va être là. À Noël, jour de l'an. Yes, donc, merci à Simon. Merci à tout le monde. Merci à Mikey. Ce fut un plaisir. Ne manquez pas à la musique latine de Cité Latina tout de suite après la pause à CKRL 89.1. Wow. Yes! Et surtout, merci à vous autres, gang de fous, nous écouter year in, year out. Et sur ce, on vous souhaite un bon reste de semaine. On se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.